La dernière fois, nous avons vu les structures de données avancées, c'est-à-dire que nous avons vu les vecteurs, nous avons vu les piles et nous avons vu les fils. Sauf que concernant les piles et les fils, je ne vous ai pas montré d'implémentation. D'accord? Donc là, la séance d'aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons reconsidérer les piles et nous allons réaliser une ou deux implémentations différentes pour vous montrer que l'interface va rester identique, mais que l'implémentation, c'est-à-dire la réalisation, peut être différente. Pour rappel, une pile, c'est une structure de données qui est de taille finie, qui peut être représentée de cette manière-là, et qui va permettre l'accès aux données d'une certaine manière, c'est-à-dire que la dernière donnée qui va être rentrée sera la première autorisée à repartir. Et les autres données, normalement, on n'aura pas le droit d'y accéder. Donc un petit exemple, si j'insère la valeur 5, je le mets au sommet de la pile, c'est-à-dire là c'est la première donnée. Ensuite, si j'insère la valeur 7, on dit empiler. Si j'empile la valeur 7, je la mets au-dessus. Si maintenant j'empile la valeur 42, je la mets encore une fois au-dessus. Et maintenant, si je souhaite enlever une valeur de la pile, eh bien, je n'ai pas le droit d'accéder à cette variable-là, à cette donnée. Je n'ai pas le droit d'accéder à cette donnée. Mais par contre, la donnée à laquelle j'ai le droit d'accéder, c'est celle-ci, parce que c'est celle qui se trouve au sommet de la pile. Si je souhaite dépiler, ça veut dire que je vais enlever la valeur qui est présente au sommet de la pile et je vais la retourner. Et comme ça, l'utilisateur pourra récupérer sa donnée. Alors une fois que j'ai réalisé cette opération, la valeur qui se trouve au sommet de la pile, eh bien c'est la valeur 7. Donc, je n'ai pas le droit d'accéder à la valeur 5, mais par contre j'ai le droit d'accéder à la valeur 7. Donc si je dépile, eh bien je vais dépiler la valeur 7. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais encore une fois empiler une donnée. Donc je vais empiler la valeur 52 par exemple. Donc je le mets au sommet de la pile. Voilà. Je peux encore empiler la valeur 100 par exemple, etc., etc. Et donc vous avez compris que chaque fois qu'on accède à une donnée, c'est la donnée qui se trouve au sommet de la pile, et on n'a pas le droit d'accéder aux données qui précèdent. Si jamais je souhaite accéder à cette valeur-là, eh bien le seul moyen qu'on a, c'est de dépiler toutes les valeurs qui sont présentes au-dessus. Donc je vais dépiler une première fois la valeur 100. Une fois que ça a été réalisé, je vais dépiler encore une valeur, et cette fois-ci ce sera la valeur 52. Ensuite, je vais pouvoir dépiler la valeur 7. Et une fois qu'on a réalisé ces opérations-là, on a le droit d'accéder à la valeur 5. Alors, l'opération dépiler, ça signifie qu'on enlève la valeur de la pile. D'accord? On dépile. Alors, une analogie que je fais très souvent dans les cours, c'est celle d'une pile d'assiettes. Vous imaginez que vous êtes dans un restaurant et que vous êtes en train de laver des assiettes. Pour les mettre à égoutter, vous les mettez sur le côté. Donc vous allez mettre une première assiette. D'accord? Et puis, vous en lavez une deuxième et vous la mettez par-dessus. Et puis une troisième. Et puis une quatrième. Et puis une cinquième. Et puis une sixième. Et puis une septième. Une huitième. Une neuvième. Une dixième. Et à ce moment-là, il y a le serveur qui arrive et qui dit « J'ai besoin d'une assiette, donne-moi une ». Qu'est-ce que vous faites? Vous donnez cette assiette-là ou vous donnez cette assiette-là? Vous êtes d'accord que l'assiette qui est tout en bas, pour la donner, vous seriez obligé de soulever toutes les autres assiettes au risque de les faire tomber. Et donc, ça serait une opération qui serait compliquée. Voilà. Donc ça, on va pas donner celle-là, mais on va donner celle qui est au sommet de la pile, parce que celle qui est au sommet de la pile, c'est vraiment une opération beaucoup plus simple. Vous avez juste à la prendre et à la donner au serveur.
Alors si vous avez compris ça, bon, bah, vous avez compris, grosso modo, le principe des piles. Alors après, on a cette histoire dont je parlais, qui était l'histoire de l'interface. On a le droit d'utiliser plusieurs piles. On pourrait très bien avoir une première pile et une deuxième pile. Donc si j'ai les valeurs 1, 2, 3, 4 dans une première pile et l'autre pile est vide, si on fait l'opération dépiler, on obtient la valeur 4 et on l'enlève de la pile et on peut ajouter cet élément, on peut l'empiler dans l'autre pile, c'est-à-dire mettre la valeur 4 ici. Une fois qu'on a réalisé cette opération, on peut faire la même chose avec la valeur du dessus, c'est-à-dire avec la valeur 3. Et donc vous voyez que si on fait comme ça, on peut transverser tous les éléments d'une pile vers l'autre, mais la conséquence, c'est qu'on inverse les éléments. Alors, lorsqu'on dépile une valeur, la valeur, elle est enlevée de la pile et elle est retournée à l'utilisateur. Donc, soit vous la sauvegardez avec une variable temporaire pour l'utiliser comme vous le souhaitez, soit elle va être perdue. Ce que je vous disais l'autre fois, c'est que quand on a une structure de données avancée, ce qui est important, c'est de définir son interface, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions qui seront accessibles à l'utilisateur. Donc l'utilisateur, c'est un développeur qui va utiliser vos fonctions à vous que vous aurez définies. Cette interface correspond à l'ensemble des fonctions que l'utilisateur a le droit, moralement, de manipuler. C'est-à-dire que vous avez le droit d'avoir autant de fonctions que vous voulez pour manipuler votre structure de données avancée, mais l'interface, ce sera les seules fonctions utilisables par l'utilisateur. Alors, on ne peut pas empêcher l'utilisateur d'accéder à toutes les fonctions, mais c'est juste que moralement, il n'aura pas le droit de le faire. Alors, l'interface. On souhaite manipuler une pile, c'est-à-dire avoir des informations de base. Par exemple, est-ce que la pile est vide ou est-ce que la pile est pleine? Alors, pile est vide. Donc ça, c'est la première fonction qu'on souhaite manipuler, savoir si une pile est vide. Et alors, pour savoir si une pile est vide, de quoi est-ce qu'on a besoin? Eh bien, on a besoin d'une pile. Soit on passe l'intégralité de la pile, soit on passe juste un pointeur. Là, en fait, ce qui se trouve, c'est que on n'a pas besoin de modifier l'état de la pile, les informations de la pile. Donc, on n'a pas besoin de passer un pointeur. Donc, on retourne, on va accepter un argument pile P. Votre pile, qu'est-ce qu'elle doit vous retourner? Elle doit vous retourner un entier qui va vous dire oui ou non. Oui, la pile est vide. Non, elle n'est pas vide. Alors, de la même manière, on souhaite savoir si la pile est déjà pleine ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut encore insérer un élément dans la pile? Donc là, c'est exactement le même principe. Est-ce que la pile est pleine? Et c'est pareil, on passe la pile P. Alors, maintenant, on a les opérations qui vont nous permettre d'empiler et de dépiler. L'opération empiler. De quoi est-ce qu'on va avoir besoin comme paramètre? On va avoir besoin de la pile. Mais on risque de modifier l'état de la pile. C'est-à-dire, on va insérer une valeur dans la pile,
Et donc, potentiellement, on va mettre à jour des variables contenues dans la pile. Donc là, pour le coup, il est nécessaire de passer un pointeur. Alors, on a besoin de la pile, mais on a aussi besoin d'un élément qu'on souhaite empiler. D'accord? Donc, élément. Et malheureusement, on est obligé de donner un type à cet élément. Donc, en langage C, on va devoir définir si la pile est une pile d'entiers, s'il s'agit d'une pile de caractères, de float, ou encore d'une autre structure qu'on aurait définie au préalable. D'accord? Bon, là, à titre pédagogique, on va réaliser une pile d'entiers. Alors, si jamais on empile un élément, quel pourrait être le type de retour de la fonction empilée? La fonction empilée, elle pourrait retourner un entier pour dire si l'opération s'est correctement réalisée ou pas. Voilà, donc si l'opération se déroule mal, on retourne 0, 1, sinon. Alors ensuite, on a l'opération dépiler, qui, comme pour la fonction empiler, va peut-être modifier des variables internes à la pile, donc il convient de passer en paramètre un pointeur vers la pile. On n'a pas besoin d'un élément dans ce cas-là, parce qu'on va juste prendre quelque chose qui est présent dans la pile et le retourner. Donc le seul paramètre dont on a besoin, c'est ce pointeur de pile. Et par contre, la pile va retourner un élément. Alors là, nos éléments, ils sont de quel type pour le moment? Pour le moment, ce sont des entiers, c'est-à-dire que notre pile va contenir des entiers, et on va donc retourner un élément qui sera un entier. Alors, si jamais on ne peut pas dépiler, là, on pourrait retourner autre chose pour signifier un message d'erreur. Par exemple, effectivement, si la pile est vide. Donc, si la pile est vide, on pourrait, comme message d'erreur, retourner un entier particulier. Le problème, c'est que si on retourne un entier particulier, comment est-ce qu'on pourrait savoir que cet entier correspond à une erreur et non pas à une valeur qui aurait été présente dans la pile? Par exemple, si on retourne la valeur 0 pour dire ça s'est mal passé, ça veut dire que la valeur 0 ne pourra plus être utilisée. Or, en langage C, les entiers, ils sont représentés sur quoi? Il y a chaque type de variable a un espace de définition. Et en langage C, les entiers sont définis de int min, qui est une constante, jusqu'à int max. Int min, c'est la valeur de l'entier le plus petit, et int max, c'est la valeur de l'entier maximum pouvant être représenté dans votre mémoire. Alors si jamais on dit on s'autorise à retourner 0, bah, vous imaginez bien que on pourrait avoir toutes les valeurs qu'on veut, négatives ou positives, mais qu'on n'ait pas le droit d'avoir un 0. Donc ça peut poser problème parce que dans nos opérations, le 0, ça peut être important. Alors la bonne technique, ça va être de dire que l'espace de définition de mes entiers, en fait,
il va aller de int min plus 1 jusqu'à int max. Et en autorisant ce truc-là, eh bien, la valeur int min ne pourra plus être présente dans une pile. Et donc, si jamais ça se passe mal, on va utiliser la valeur int min comme valeur de retour pour signifier qu'il y a eu un problème. Donc là, on a, est-ce qu'une pile est vide? Est-ce qu'une pile est pleine? On a empilé et on a dépilé. Alors bien sûr, si l'utilisateur souhaite manipuler une pile, il faut qu'il puisse créer une pile. Donc on va devoir proposer à l'utilisateur une fonction qui lui permet de créer une pile et lui permettre par exemple de paramétrer cette pile en fonction de la taille, d'une certaine taille souhaitée. Donc création pile. Et on va passer en argument un entier qui va correspondre au nombre d'éléments qu'on pourra enregistrer, stocker dans la pile. Et cette fonction-là va retourner quoi? Un pointeur vers une pile. D'accord? Parce que notre pile, on va l'allouer dynamiquement en mémoire. Et on va ensuite retourner ce pointeur de pile. Et comme ça, la pile sera créée et sera persistante durant toute l'exécution de votre programme, jusqu'à ce que vous fassiez appel à une fonction pour supprimer la pile. Donc là, on va avoir une fonction qui va nous créer une pile. Donc je vais mettre là. Alors, si jamais on crée une pile, ce que je vous ai dit, c'est que on va réserver de la mémoire. Rappelez-vous du principe, c'est celui qui réserve la mémoire qui doit la libérer. Donc, si l'utilisateur fait appel à une fonction de création de pile, lorsqu'il n'a plus besoin de sa pile, il doit aussi faire appel à une fonction de destruction de la pile. Voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que cette fonction-là, elle acceptera en argument le pointeur vers la pile. Et cette fonction va se charger de libérer la mémoire de la pile. Voilà. Alors, vous comprenez bien que là, les fonctions que je viens de définir dans l'interface, elles n'ont aucun lien, a priori, avec la manière dont on a codé la pile. C'est-à-dire qu'une pile, on va pouvoir créer une structure de pile, bien sûr, mais la manière dont cette structure va fonctionner n'a pas à être connue par l'utilisateur. L'utilisateur, tout ce qu'il sait, c'est qu'il existe un type de pile, d'accord, dans le programme. Donc il a le moyen de créer la pile, il a le moyen de libérer la mémoire de la pile. Il peut empiler, il peut dépiler, il peut savoir si elle est vide ou si elle est pleine. Mais comment ces opérations-là sont réalisées, ce n'est pas son problème à lui. D'accord? Alors après, si on est sympa, on peut aussi proposer une fonction qui serait d'affichage du contenu de la pile de manière assez sympathique, en mode pretty printer. Donc on va proposer
Ça va être plus pour nos tests, mais ça permet à l'utilisateur de vérifier qu'il y a un bon fonctionnement. Et alors, si on souhaite afficher la pile, de quoi est-ce qu'on a besoin? Uniquement de la pile, et on ne va pas modifier la pile, donc il n'y a pas besoin de passer un pointeur. On va donner directement un élément de type pile. Voilà. Donc ça va être notre interface. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser une première méthode pour implémenter l'ensemble de ces fonctions d'interface. Mais comprenez bien que on pourrait utiliser plusieurs méthodes différentes pour implémenter les piles. Alors, on a dit que notre structure de pile, elle allait contenir des entiers. Donc ça veut dire a priori qu'on va avoir un tableau d'entiers. Et je vous ai dit que lors de la création de la pile, on allait passer la taille de la pile, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'on souhaite. Ça veut dire que vos données doivent être contenues dans une structure dynamique. Alors là, moi par exemple, je vais utiliser un tableau d'entiers. J'ai un tableau, un pointeur d'entier qui va me permettre d'allouer dynamiquement une structure qui va me permettre d'enregistrer les données de ma pile. Alors ensuite, comme on a le nombre de données, il faut que je puisse accéder à chacun des éléments du tableau, et donc je suis obligé d'enregistrer quelque chose de type taille, qui va me permettre donc d'une part de connaître la taille du tableau que j'ai alloué, mais qui va correspondre au nombre maximum d'éléments pouvant être présents dans la pile. Vous avez vu le fonctionnement d'une pile. C'est-à-dire, si je représente ma pile ici, je vais avoir par exemple la valeur 5, ensuite je vais avoir la valeur 10, ensuite je vais avoir la valeur 1, et ensuite je vais avoir la valeur 42. D'accord? Donc ça, c'est tout en bas de ma pile, et le sommet de ma pile est ici. Donc si j'empile une valeur, je vais l'empiler à la fin. D'accord? Si je dépile, j'enlève une valeur à la fin de ma pile. D'accord? Sauf que, comme on va faire ça dans un tableau, on est d'accord que j'ai des cases qui sont déjà existantes. Donc par exemple, il y a toujours une valeur présente dans les cases d'un tableau. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 éléments. Donc ça veut dire que là, dans ce cas-là, j'aurai taille égale 9. Mais quel est le sommet de ma pile? Vous voyez que si j'ai un tableau, toutes les cases du tableau possèdent une valeur, même si je ne l'ai pas initialisée. Et donc, il nous manque une information. Et l'information, c'est où se trouve le sommet de ma pile. Pour connaître le sommet de la pile, c'est très simple. Il suffit d'avoir une variable qui va contenir le nombre d'éléments déjà placés dans votre pile. Au départ, si je dis que j'ai 0 élément, ça veut dire que mon curseur, il est ici, et que j'ai 0 élément dans ma pile. Donc, si j'insère la valeur 12, par exemple, je vais aller dans la première case de mon tableau, parce que pour le moment, je considère que je n'ai rien. Je vais placer la valeur 12, et je vais augmenter le nombre d'éléments de 1. Ça implique que je sais que le premier élément situé dans mon tableau, en fait, il est dans ma pile. Et que les autres éléments ne sont pas dans ma pile. Vous comprenez le principe? D'accord? Parce que ici, on parlait d'un élément de type pile, ce qui est l'élément qu'on va fournir à l'utilisateur, et on ne fournissait pas un élément de type struct pile. D'accord? Donc j'ai renommé mon type. Voilà. Ok.
Donc maintenant qu'on a tout ça, eh bien, il n'y a plus qu'à coder. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coder chacune de ces fonctions-là et on va essayer de manipuler notre pile via un algorithme plus ou moins intéressant par la suite. D'accord? Alors, la première fonction qu'on va réaliser, c'est celle de création de pile. D'accord? Donc, je vais reprendre le prototype qu'on a proposé. Voilà. Donc, pour créer une pile, de quoi est-ce qu'on a besoin? Bon, on a besoin de déclarer un pointeur de pile, donc que j'ai appelé P. On va allouer la mémoire pour la pile, d'accord? Parce que rappelez-vous pour le moment, P est un pointeur, c'est-à-dire juste une variable qui va contenir l'adresse d'une pile. Donc pour le moment, la pile n'existe pas. Donc je suis obligé de faire P égale pile étoile malloc de la taille size of d'une pile. Donc là, la fonction malloc va allouer dynamiquement la mémoire pour une pile, pour une structure de pile. Si vous regardez ma structure de pile, elle est composée de quoi? D'un pointeur, d'un entier et d'un deuxième entier. Donc là, j'ai de la mémoire pour 3 variables qui sont un pointeur et 2 entiers. Ça veut dire que je n'ai pas alloué la mémoire pour le tableau qui va contenir les éléments de la pile. Donc je suis obligé d'allouer dynamiquement le tableau qui va contenir les différents éléments de la pile. Et combien de cases je vais demander? Eh bien, la valeur qui est passée en argument, c'est-à-dire taille. Voilà. Maintenant, il faut bien sûr initialiser le champ taille de votre pile avec la variable taille qui est passée en argument. D'accord? Donc comme ça, je me souviens du nombre d'éléments que je peux placer au maximum dans ma pile et ça me permet de connaître la taille du tableau que j'ai alloué. Et bien sûr, quand on crée une pile, au départ, il n'y a aucun élément dans la pile. Donc la variable p flèche nb éléments, je l'initialise à 0. Au départ, ma pile est vide. Voilà. Donc là, on a alloué dynamiquement la mémoire pour une pile et on n'a plus qu'à retourner le pointeur P. Alors, je me permets de revenir sur la notation flèche. D'accord? P est un pointeur. Comme P est un pointeur vers une structure de pile, si on souhaite accéder à la valeur pointée par P, on est obligé normalement d'utiliser l'opérateur d'indirection. Donc, l'opérateur d'indirection va regarder l'adresse qui est présente dans P et va aller à cet emplacement-là dans la mémoire de l'ordinateur. À cet emplacement-là, qu'est-ce qu'on a? On a une donnée structurée, c'est-à-dire avec plusieurs champs. D'accord? On va avoir la taille, le champ NB éléments et le champ tab. Donc, on est obligé de dire que à cette adresse-là, à cet endroit-là, on souhaite accéder au champ et, par exemple, tab. D'accord? Donc, ça aurait fait cette notation-là. Comme cette notation-là, elle rajoute un peu trop de caractères, je vous rappelle, eh bien, il y a du sucre syntaxique, c'est-à-dire une simplification de la notation, et on peut remplacer tout cela par et flèche. Ça revient exactement au même, d'accord?
Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec la notation de flèche, vous pouvez réutiliser l'opérateur d'indirection, les parenthèses et le point. Ça, je vous laisse libre dans votre programme, il n'y a aucun souci. Mais les deux sont équivalents. Non, vous n'avez certainement pas le droit d'utiliser this, parce que this, c'est du C++. D'accord? Parce que this, c'est pour faire référence à une classe. Et nous, ce qu'on définit, c'est pas une classe, parce qu'on est en programmation en C, et donc on n'est pas dans de la programmation objet. La programmation objet, vous en ferez au second semestre. Donc là, j'imagine que tu t'es un peu formé par toi-même. Voilà, oui, alors donc fais très attention, parce que pour de vrai, moi, je suis obligé d'évaluer les connaissances en langage C, et si tu me mets des choses comme ça d'objets, ça ne marchera pas. D'accord? Donc sois vraiment précautionneux dans l'utilisation de ces choses-là. Hein. Alors maintenant qu'on a créé une pile, eh bien, on va réaliser les opérations de base. Par exemple, est-ce que la pile est vide ou est-ce qu'elle n'est pas vide? Alors vous notez que lorsque je réalise cette fonction, on ne reçoit pas un pointeur, mais une pile. Donc c'est-à-dire que je vais accéder au champ via un point. Alors, pour savoir si une pile est vide, ben, c'est extrêmement facile. Il suffit de regarder combien il y a d'éléments dans la pile. Et combien il y a d'éléments dans la pile, c'est contenu dans la variable nb éléments, dans le champ nb éléments de votre pile. Donc, on pourrait dire si p.nb élément est égal à 0, d'accord, retournez, hein, parce que, je vous rappelle, si la pile est vide, d'accord, c'est ici, on retourne 1 et 0 sinon. Donc si le nombre d'éléments est égal à 0, on retourne 1. Sinon, si on arrive ici, c'est qu'on n'est pas sorti de la fonction. Ça veut dire que le nombre d'éléments n'est pas 0. Et donc, on peut retourner 0. Alors, Emeric, ta question, c'est est-ce qu'on ne devrait pas utiliser P flèche NB élément égale 0? Mais regarde le type que j'ai passé en argument. J'ai passé pile P et pas pile étoile P. Donc là, je passe vraiment la variable structurée. Et donc, pour accéder à un champ, c'est un point. Alors, très honnêtement, quand vous réalisez une interface, vous pouvez opter comme j'ai fait, c'est-à-dire passer en argument parfois des piles ou placer parfois des pointeurs de piles. Voilà, moi j'ai préféré le faire comme ça parce que il y a des fonctions qui n'ont pas besoin de modifier les champs de la pile. Donc s'il n'y a pas besoin de modifier, il n'y a pas de raison de passer un pointeur. Mais après, on pourrait avoir aussi un autre raisonnement qui serait celui de l'uniformité des paramètres et donc de toujours passer des pointeurs de pile. Bon, là, c'est à vous, c'est votre choix de développeur, c'est à vous de voir ce que vous préférez réaliser. D'accord? N'oubliez pas que moi, je vous évalue, donc quand je vous donne un prototype, vous devrez réaliser le même. Mais si je vous laisse libre du prototype, bah, vous pouvez faire comme bon vous semble. Alors maintenant qu'on a fait la pile est vide, eh ben on va faire la pile est pleine.
D'accord? La pile est pleine, qui retourne 1 si la pile est pleine, et 0 sinon. Ah, j'avais déjà mis... Voilà. Alors là, c'est pareil. Si le nombre d'éléments présents dans la pile est égal à la taille de la pile, c'est-à-dire le nombre maximum d'éléments pouvant être présents dans la pile, alors je retourne 1. Je dis oui, la pile est pleine. Si j'arrive ici, c'est que je ne suis pas sorti de la fonction, donc que ma pile n'était pas pleine. Return 0. D'accord? Donc ces deux fonctions-là, hein, pile est vide et pile est pleine, c'est très simple. Hein, voilà, il n'y a pas grand-chose à... Alors maintenant, on va réaliser l'opération empiler. C'est-à-dire qu'on va ajouter un élément dans la pile. Donc, l'opération empiler, elle retourne 0 si l'opération se déroule mal, et elle retourne 1 si ça s'est bien passé. Donc nous, ce qu'on souhaite ajouter, c'est un entier qui s'appelle élément, d'accord? Et on va l'insérer au sommet de la pile. Donc si je reviens sur le tableau, donc au départ, on a des valeurs qui sont déjà présentes dans votre tableau, même si votre pile est vide, d'accord? C'est des résidus qui sont en mémoire. Donc vous avez des éléments qui sont présents en mémoire, mais vous avez un nombre d'éléments qui vaut 0. Donc vous savez que lorsque vous allez empiler la première fois, vous n'avez aucun élément présent dans votre pile, et donc vous allez placer l'élément ici, dans la première case de votre tableau. D'accord? Donc par exemple, si je souhaite empiler la valeur 1, je vais mettre 1 dans la première case de mon tableau, et ensuite je passe NB élément à 1. J'ai un élément présent dans ma pile. Si je souhaite insérer un nouvel élément, je sais que j'ai déjà un élément dans ma pile, donc si je souhaite insérer la valeur 42, par exemple, eh bien, je sais que là, j'ai un élément, je vais me placer juste après, et c'est ici que je vais placer ma nouvelle valeur. Et donc, si vous regardez ce que je suis en train de faire, la variable NB élément, elle vous indique, certes, le nombre d'éléments déjà présents dans votre pile, mais elle vous indique également l'indice de la prochaine case dans laquelle vous allez insérer une valeur. Là, si je souhaite insérer une troisième valeur, si je souhaite insérer la valeur 0, eh bien, je vais aller à l'indice 2. Donc là, c'est la case d'indice 0. Je vais dans la case d'indice 1. Et là, c'est la case d'indice 2. C'est ici que je vais empiler ma valeur 0. Et ensuite, je vais augmenter le nombre d'éléments de 3. Donc, la prochaine fois que je vais empiler une valeur, je la placerai ici. D'accord? Alors, la première chose à faire pour savoir si on peut empiler une valeur, c'est de vérifier si la pile n'est pas pleine. D'accord? Alors, la fonction pile est pleine
elle attend quoi en argument? Une pile et pas un pointeur de pile. Donc si je place P, c'est pas correct, d'accord? Parce que je lui passerai uniquement l'adresse de la pile. Donc là, je suis obligé d'utiliser l'opérateur d'indirection. Et donc là, je vais accéder au contenu situé à l'adresse contenu dans P. Et donc, la valeur située à l'adresse contenue dans P, c'est quoi? Ben, c'est ma pile. Donc, si ma pile est pleine, comment je le sais? C'est que le retour est égal à 1. Si le retour est égal à 1, ça veut dire que je ne peux pas empiler de valeurs. Et donc là, je vais envoyer un message d'erreur pour dire « Attention, ça s'est mal passé, je n'ai pas pu réaliser l'opération demandée. » D'accord? Et comme on l'a mis ici, on retourne 0 si l'opération se déroule mal. Donc, comme là, l'opération ne peut pas se dérouler correctement, on retourne 0. Si on arrive ici, c'est que la pile n'est pas pleine. Et donc, on peut insérer un élément dans la pile. Donc, je vais insérer dans mon tableau la valeur élément. Et comme je vous l'ai expliqué il y a quelques instants, je vais insérer cet élément dans quelle case du tableau? Dans la case d'indice NB élément. Initialement, quand NB élément, quand la pile ne contient aucun élément, NB élément vaut 0. Donc je vais insérer le premier élément dans la case d'indice 0. Ensuite, j'aurai un élément. Donc je vais placer la valeur d'après dans la deuxième case, qui est donc d'indice 1. Vous voyez? Une fois qu'on a fait ça, il faut préciser qu'on a augmenté le nombre d'éléments de 1. Et donc là, j'ai augmenté le nombre d'éléments de 1 parce que je viens d'en insérer 1. Eh bien, c'est terminé. Tout s'est bien passé. Et on retourne 1. Donc là, je viens de réaliser une opération pour empiler la valeur élément dans ma pile. Maintenant, on a l'opération dépiler. Alors peut-être qu'on va faire la fonction affichage pour se rendre compte que ça fonctionne plutôt correctement jusqu'à présent. D'accord? Et puis ensuite, on va réaliser l'opération dépiler. Alors la fonction affichage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un affichage un peu comme les tableaux qu'on a fait habituellement. On va réaliser un affichage comme on l'a fait pour les tableaux dans les TD précédents, où chaque valeur va être séparée par le signe pipe, d'accord, qui est la barre verticale. Donc on va réaliser une boucle sur les cases du tableau. D'accord? Donc, attention, on n'affiche pas toutes les cases du tableau, mais uniquement les NB éléments, première case. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va juste faire un printf, %d, une barre verticale, et qu'est-ce qu'on affiche? On affiche p.tab de i. Voilà. Pour que ce soit propre, on affiche une barre verticale au tout début. Voilà. Alors on va essayer, on va faire un premier test.
On va faire une pile de taille 10. D'accord? Ok. Donc au départ, si j'affiche une pile vide, j'ai une barre verticale. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais insérer des éléments dans la pile. Je vais essayer d'insérer une vingtaine d'éléments. On va empiler, donc là c'est un pointeur, donc je mets P, empiler P, et je vais empiler la valeur I. Et à chaque fois, je vais réaliser l'affichage de la pile. Alors juste, je vais modifier l'affichage de la pile, je vais juste sauter une ligne au départ. Voilà, pour que ce soit un peu plus propre. Voilà. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que au tout départ, ma pile est vide. Ensuite, j'insère un élément, l'élément 0. Il est au sommet de ma pile. Ensuite, j'insère 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7, puis 8, puis 9. Mais au bout d'un moment, on a atteint la taille maximum de la pile. Là, j'ai bien mes 10 éléments qui vont de 0 inclus à 9 inclus. Donc j'ai 10 éléments présents dans ma pile, donc la pile est pleine. Donc chaque fois que je vais faire une demande pour insérer un nouvel élément, on va se retrouver dans ce cas-là. La pile est pleine, donc on ne fait rien, on retourne juste 0 pour dire que ça s'est mal passé. Donc pour le moment, notre fonction empilée semble fonctionner. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va implémenter la fonction dépiler. Donc la fonction dépiler, qui retourne l'entier qui est situé au sommet de la pile, et int min si c'est pas possible. Donc, dans quel cas ça ne serait pas possible? Ça ne serait pas possible si la pile est vide. Donc, si la pile est vide de étoile P est égal à 1, d'accord? Si la pile est vide, return int min. Alors, je vous rappelle que les compilateurs sont sympas avec vous, c'est-à-dire qu'ils peuvent inclure des librairies automatiquement pour vous, parfois, mais la variable int min, elle est dans la librairie limits.h. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre votre librairie. Alors sinon, comment est-ce qu'on va faire pour retourner la dernière valeur? Alors déjà, n'oubliez pas que on a un certain nombre d'opérations à réaliser. C'est-à-dire qu'on doit prendre la valeur qui est située au sommet de la pile et la retourner à l'utilisateur. Mais après cette opération, le nombre d'éléments dans la pile doit avoir diminué de 1. Donc, cette opération qui est de diminuer le nombre d'éléments présents dans la pile, vous ne pouvez pas le réaliser après être sorti de la fonction. Donc vous êtes obligé de le réaliser avant le retour de la valeur située au sommet de la pile. Donc, on diminue le nombre d'éléments présents dans la pile. Et maintenant, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de retourner l'élément situé au sommet de la pile. Alors rappelez-vous,
quand on était en train d'empiler. La valeur située au sommet de la pile faisait augmenter la variable nb éléments. Et donc, la variable nb éléments nous donnait l'indice de la prochaine case dans laquelle on souhaitait insérer une valeur. Mais comme là, on vient de diminuer de 1 cette valeur, eh bien, à l'endroit où je me situe, la ligne 67, la variable nb éléments correspond à l'indice de la case dans laquelle se trouve l'élément qui est au sommet de la pile. Donc on a juste à retourner cette valeur. On peut essayer. On va juste dépiler. Et donc, vous voyez que là, j'ai mis à la suite. Hein, donc, j'ai ma boucle qui 20 fois va tenter d'insérer des éléments. Et puis, on va dépiler un élément par un élément. Et donc, on voit bien la taille de notre pile qui diminue de 1 en 1. Alors, ce qu'on pourrait faire, d'accord, pour se convaincre, c'est if. C'est faire ça un peu aléatoirement. Rand modulo 2. D'accord. Si ça vaut 1, eh bien, on va dépiler. Sinon, on va empiler une valeur. Et à chaque fois, on va afficher la pile. Voilà. Donc là, je peux mettre ça dans une boucle un peu plus importante. D'accord. Hop. Voilà. Et là, vous voyez la pile qui augmente, qui diminue, qui bouge, voilà. Mais donc, dans notre structure de pile, à chaque fois qu'on enlève un élément, on enlève bien l'élément qui était situé au sommet de la pile. Quand on ajoute un élément, on l'ajoute bien au-dessus du dernier élément qui avait été inséré. Voilà. Donc là, on a bien notre structure de pile. Alors, on a réalisé pile est vide, on a réalisé pile est pleine, empilé, dépilé, création pile, affichage pile. Il nous reste juste à réaliser l'opération destruction pile. Alors, l'opération destruction pile, elle a pour objectif de libérer la mémoire de votre pile. Ça veut dire qu'on va devoir libérer notre pile, P. Mais, si on libère la mémoire de la pile, on n'a plus le droit d'accéder au champ qui était contenu dans P par la suite. Donc on n'aura pas le droit, une fois qu'on aura libéré P, de libérer le tableau des éléments de la pile. Donc cette opération de libération du tableau des éléments de la pile doit être réalisée au préalable. Voilà. Donc je libère le tableau des données de la pile et ensuite je libère ma pile. Voilà. Donc ici, destruction pile, P, paf. Et voilà. Et donc là, on a un code qui est plutôt propre pour manipuler une pile de la taille qu'on veut, parce qu'ici, si on veut, je
Je peux mettre une taille plus importante. Je peux mettre 30. D'accord? Donc, si je vais jusqu'à 200. Ah oui. Vous voyez que là, on peut avoir une pile de taille beaucoup plus grande. Voilà. Donc ça, c'était une première méthode pour implémenter une pile. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que tout ce truc-là, qui va de la ligne 23 jusqu'à la ligne 75, c'est des choses qui ne regardent pas l'utilisateur de l'interface. D'accord? Hein? Voilà. Donc, toute cette partie-là qu'on voit là, de la ligne 23 jusqu'à la ligne 75, c'est l'implémentation des fonctions de l'interface. Les détails de cette implémentation-là ne concernent absolument pas l'utilisateur. L'utilisateur, lui, il est là, dans la fonction principale par exemple, mais il a le droit d'écrire ses propres fonctions après. Et il n'aura à utiliser les fonctions, mais comment elles sont codées, là, il s'en fiche. Alors maintenant, imaginons que ce soit Emric, l'un de vos camarades, qui ait décidé d'implémenter la pile, et comme il n'est pas moi, il aurait fait des choix différents dans l'implémentation de la pile. Eh bien, qu'est-ce qu'il va avoir à modifier? Éventuellement, la structure de pile. L'interface, il ne va pas y toucher, parce que ça, quelle que soit la manière dont ces fonctions vont être implémentées, on va laisser exactement ces prototypes-là. Et donc après, il pourra modifier le code des différentes fonctions pour correspondre à un mécanisme qui lui convient un peu mieux. D'accord? Donc des lignes 23 jusqu'à 75. Mais ensuite, la réalisation déjà effectuée par l'utilisateur, elle, n'a aucune raison de changer. Ça va être strictement la même. Alors moi, ce que je vous propose là, c'est une application qui est un peu débile, mais qui va algorithmiquement avoir un sens. Vous allez avoir une première pile avec des valeurs aléatoires. Ensuite, on va avoir deux autres piles. Pile étoile P1, étoile P2 et étoile P3. On va remplir aléatoirement P1. Alors, je vais faire des piles de taille 10. On va remplir aléatoirement P1. Et à la fin de mon algorithme, ce que je veux, c'est avoir dans P1 toutes les valeurs paires qui étaient présentes initialement dans P1, avoir dans P2 toutes les valeurs impaires qui étaient initialement présentes dans P1, et je veux que les valeurs paires dans P1 et les valeurs impaires dans P2 soient dans le même ordre relatif qu'ils l'étaient au préalable dans P1. Imaginons que j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5 dans une pile P1. D'accord? Eh bien, à la fin, donc j'ai P1,
qui est ça, à la fin, je veux obtenir exactement ça. D'accord? P2 et P3 initialement sont vides. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Déjà, on va remplir aléatoirement P1. Attendez, je vais créer mes piles. Voilà, là j'ai créé mes 3 piles. Voilà, et puis à la fin, bah, je vais détruire mes piles. Bon. Voilà, donc au départ j'ai 3 piles vides et puis c'est tout. Alors, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais initialiser P1 avec différentes valeurs. Allez, je vais en mettre que 7 d'ailleurs. Tiens, pourquoi pas. Et je vais empiler donc P et une valeur aléatoire comprise entre 0 inclus et 10 exclus. Voilà. Donc je vais réafficher mes piles. Oui, c'est P1, pardon. Voilà, donc là, j'ai initialisé P1 avec différentes valeurs. J'ai P2 qui est vide et P3 qui est vide. Alors, comment est-ce que je peux faire pour séparer les valeurs paires et impaires? Alors, je pourrais dépiler, et si je dépile les valeurs, qu'est-ce qui va se passer? Bah, à chaque fois, j'aurai accès à la valeur qui était située au sommet de la pile. Donc, au départ, ça aurait été 8. Ensuite, si je redépile, je peux accéder à 4, etc., etc. Le problème, c'est qu'on va accéder aux données à l'envers. Alors, ce que je propose, c'est de tout dépiler et pour chacune des valeurs dépilées, la réempiler dans 3. Dans la pile 3. Alors, comment on fait ça? Bah, tant que pile est vide de étoile P1 égale 0, donc tant que la pile P1 n'est pas vide, dans une variable temporaire, je vais placer le résultat de dépilé de P1, donc ici j'ajoute ma variable temporaire, TMP, et ce résultat, TMP, je vais l'empiler dans P3. D'accord? Je vais réafficher les valeurs, les contenus de mes 3 piles. Voilà. Alors là, ce que vous pouvez voir, c'est que grâce à cette opération-là, j'ai transféré tout ce qui était dans P1 dans P3. Mais vous avez vu, au départ, j'ai dépilé la valeur 8 et je l'ai empilé dans P3. Donc 8 s'est retrouvé au sommet de la pile P3. Ensuite, j'ai pris la valeur P4 et je l'ai empilé dans P3. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, en réalisant cette opération-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai transféré le contenu de P1 dans P3, mais en même temps, j'ai inversé l'ordre dans lequel les éléments se situaient. Alors maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on n'a plus qu'à dépiler les éléments présents dans P3 et, suivant leur parité, à les insérer dans P1 ou dans P2.
Donc tant que P3 n'est pas vide, on va dépiler une valeur de P3. Et ce qu'on va faire, c'est si TMP est pair, alors on va empiler TMP dans P1. Sinon, c'est que TMP est impair, et donc on va empiler TMP dans P2. Il ne nous reste plus qu'à réaliser un affichage. Voilà. Alors, si on regarde la pile P1 qui avait été initialisée au tout départ, on avait 1, 7, 4, 0, 9, 4 et 8. Et mon objectif, c'était de mettre les nombres pairs dans P1 à la fin, dans le même ordre qu'ils apparaissaient initialement. Donc, c'est-à-dire que dans P1, à la fin, je devais me retrouver avec 4, 0, 4, 8. Vous voyez qu'une fois que ça a été résolu, j'ai bien 4, 0, 4 et 8. Et je voulais mettre dans P1 toutes les valeurs impaires dans l'ordre dans lequel elles apparaissaient initialement dans P1. Donc 1, 7 et 9. 1, 7 et 9. Alors, ce que je viens de faire, ça ne dépend pas de la taille de la pile, ni du nombre de valeurs qu'on a empilées. Par exemple, si je change les tailles des piles, d'accord, pour avoir un peu plus de liberté, et que je souhaite mettre 20 valeurs. Vous voyez que le fonctionnement est exactement le même et le résultat, il est lié en fait à est-ce que ma pile est vide ou pas. Donc tant qu'il y a des éléments dans la pile, alors je vais réaliser une certaine opération. Et donc vous voyez que les piles, ça vous permet d'avoir un fonctionnement qui va être différent de ce que vous aviez l'habitude de manipuler. D'habitude, vous manipuliez des tableaux, donc vous saviez exactement combien il y avait de valeurs, et alors je prends la valeur de tel indice, etc., etc. Là, c'est votre interface qui va vous dire « Ah oui, il y a encore une valeur. Tiens, il y a encore une valeur. Tiens, je te la donne, la valeur qui est au sommet. » Et donc, vous allez devoir raisonner avec ces trucs-là, avec ce mécanisme-là. On est en train de regarder des structures de données dites avancées. L'objectif, c'est de vous mettre à votre disposition un certain nombre de structures de données avancées qui vont avoir des fonctionnements différents. C'est à vous, en tant que développeur, de choisir quel type de structure de données va être adapté dans telle ou telle circonstance. Donc, dans certains cas, manipuler un tableau, ce sera plus confortable. Dans certains cas, manipuler une pile, ce sera plus confortable. Et dans d'autres cas encore, manipuler une file, ce sera plus confortable. Et maintenant, je vais vous montrer un truc un peu ultime. Rappelez-vous quand on a vu la récursivité. La fonction Fibo de int n,
Voilà. Ça, c'était la fonction Fibonacci. Donc, quand on l'avait dans sa version récursive. Et donc, quand on l'avait implémenté, bah, il y avait un petit côté magique. Maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est de voir le déroulement d'un appel à la fonction Fibo dans la mémoire, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la pile des appels. Vous vous souvenez que j'avais parlé de la pile des appels? Au départ, vous avez une pile qui correspond en fait aux fonctions qui sont en train d'être appelées. Quand vous démarrez votre programme en langage C, vous entrez dans la fonction principale. D'accord? Et vous êtes dans la fonction main et vous avez un certain nombre de variables ici. Et puis tout d'un coup, dans la fonction principale, vous appelez Fibo de 4. D'accord? On souhaite avoir la valeur de Fibo de 4. Donc par exemple, hein, dans votre fonction principale, on avait par exemple, on avait ça. Donc, dans la fonction principale, vous arrivez, et tout ce qu'on veut faire, c'est afficher la valeur de Fibo de 4. Alors, ça veut dire que pour réaliser cet affichage, on doit calculer Fibo de 4. Donc, que va-t-il se passer? Eh bien, votre fonction main va être mise en pause. Et on va appeler la fonction Fibo de 4. Donc, on est dans la fonction Fibo, et on a n qui vaut 4. On est d'accord? Donc quand on exécute le code de la fonction Fibonacci, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, on a n, on arrive dans la fonction Fibo, et on a votre paramètre formel n qui prend la valeur du paramètre effectif. Donc on a n qui vaut 4. Et là, que se passe-t-il? On n'est pas dans le cas de base, donc on va être dans la deuxième ligne, return Fibo de n-1 plus Fibo de n-2. Ça veut dire que pour réaliser cette opération d'addition, on va être obligé d'appeler Fibo de n-1 et d'appeler Fibo de n-2. Donc, on va mettre, pour pouvoir calculer tout ça, on va mettre en pause la fonction Fibo avec n qui vaut 4. D'accord? Et on va appeler Fibo de n-1. Fibo de n-1, c'est quoi? Donc c'est la fonction Fibo avec n qui vaut 3. Alors, une fois qu'on aura réalisé cet appel à fonction Fibo avec n qui vaut 3, eh bien, il faudra réappeler la fonction Fibo avec n qui vaut 2. D'accord? Pour pouvoir réaliser l'addition entre Fibo de n-1 et Fibo de n-2. La fonction Fibo de n égale 3. Ça va appeler Fibo avec n qui vaut 2. Fibo avec n qui vaut 2. Ça va appeler Fibo avec n qui vaut 1.
Là, on est dans un cas de base. Donc, on va retourner le résultat. Et le résultat, il vaut combien? Il vaut 1. Donc, on sort de cette fonction, c'est-à-dire qu'on dépile, et on revient dans la fonction précédente, c'est-à-dire ici. C'était notre fonction appelante. On a appelé pour Fibo de n-1, il faut appeler pour Fibo de n-2. Donc, encore une fois, on fait un appel à Fibo. Fibo de n qui vaut 0, une fois que c'était empilé, eh bien, on calcule le résultat. Donc là, c'est 0. On va retourner le résultat et on va pouvoir réaliser l'addition. Pour retourner le résultat, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on dépile. Alors, je ne sais pas si vous commencez à comprendre ce qui est en train de se passer, mais en fait, chaque fois qu'on fait des appels récursifs, en fait, cela revient à empiler un appel de fonction. Là, on a calculé Fibo de n quand n vaut 2. C'est 1 plus 0, ça nous fait 1. Donc le résultat, on va le retourner à la fonction qui nous a appelé. Donc on libère ce qui était au sommet de la pile, on a dépilé. On vient de calculer Fibo pour n égale 2. Donc maintenant, on va faire n-2, enfin n-1. On a Fibo de n-1 et on doit ajouter Fibo de n-2. Donc Fibo de n-2 quand n vaut 3, c'est réaliser un appel à Fibo de 1. Fibo, quand n vaut 1, ça nous retourne 1. Donc on obtient 1 plus 1. On dépile. D'accord? Et donc, Fibo pour n égale 3, on a calculé sa valeur, c'est 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Donc on va retourner le résultat à la fonction qui nous a appelé. Mais vous voyez, pour retourner à la fonction qui nous a appelé, eh ben c'est pas très compliqué. C'est la fonction qui est juste en dessous dans la pile. Donc, quand un appel de fonction se termine, automatiquement ce qui se passe, c'est qu'on retourne dans la fonction qui est située juste en dessous dans la pile des appels de fonction. Et c'est à cette fonction-là qu'on donne la valeur de retour, donc là, 2. Maintenant, on a calculé Fibo pour n qui vaut 3. Je vais appeler Fibo pour n qui vaut 2. Voilà. La fonction Fibo n qui vaut 2, ça va appeler Fibo pour n qui vaut 1. Ça va nous retourner 1. Donc je dépile et je retourne à la fonction appelante. Maintenant, la fonction Fibo pour n vaut 2, on a appelé Fibo de 1, on appelle Fibo de 0. Donc j'empile un appel de fonction. Fibo pour n qui vaut 0. Ça vous retourne 0. Et donc on est capable de calculer Fibo de n égale 2. C'est-à-dire 1 plus 0, ça nous fait 1. On revient dans Fibo de n égale 4. On avait calculé Fibo de 3, on vient de calculer Fibo de 2. Et donc Fibo de 4, c'est égal à 2 plus 1, c'est-à-dire 3. Cette valeur-là va être retournée. Donc pour ça, on dépile. On retourne la valeur 3. Et donc ici,
quand on a appelé Fibo de 4, bah, ça a réalisé tous les appels récursifs que vous avez vus. On a calculé Fibo de 4 et on a obtenu 3. Donc maintenant qu'on sait ce que vaut Fibo de 4, que va-t-il se passer? Eh bien, on va faire un appel à la fonction printf. Donc, ici, on est dans printf. On lui a passé comme argument %d et on lui a passé 3. Donc là, la fonction printf va se charger de réaliser l'affichage. Et une fois que l'affichage a été réalisé, ça se termine et on dépile. On dépile et donc qu'est-ce qu'on fait? On revient dans la fonction principale et on va se situer à cet endroit-là, ici, parce qu'on a réalisé un appel à printf et on a réalisé l'appel à Fibo de 4. Donc, si vous avez compris ce que je viens de dire, la récursivité, en fait, elle est rendue possible par la structure de pile. Chaque appel de fonction provoque la mise en pause de la fonction appelante et on empile sur la pile des appels un nouvel appel de fonction qui est celui de la fonction qu'on vient d'appeler. Et donc chaque fonction peut se mettre en pause, ça met son contexte en pause, et puis on va appeler une autre fonction, etc. Chaque retour de fonction revient à dépiler la fonction, et donc on a tout notre mécanisme de pile qui entre en œuvre, et à la fin, on retourne sur la dernière fonction. Quand la fonction principale se termine, que va-t-il se passer? Quand la fonction principale va s'être terminée, c'est-à-dire qu'on a effectué l'instruction return qui était là, eh bien on va dépiler dans notre pile des appels. Et là, notre pile des appels se retrouve vide. Il n'y a même plus la fonction principale. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est la fin du programme. Et donc, votre programme se termine. C'est la fin du cours sur les piles. Et ce qu'on va voir en TD, c'est une autre implémentation des piles, par exemple. Et puis, on va commencer à implémenter les fils.